Bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un exposé un peu particulier que je vous donne en liaison avec une conférence qui m'a été proposée de faire à Saint-Brévin-les-Pins par l'Amicale laïque de ce village. Et je les en remercie d'ailleurs, mais je suis autorisé à vous la présenter sur ma chaîne. Donc, ça s'intitule « La démocratie et la violence », sous-entendu, la démocratie est-elle une solution à la violence, une manière éventuellement de la maîtriser, voire de la supprimer. La question que je vais traiter est plus délicate en réalité, ou complexe qu'on ne le croit, et donc je vais la traiter en plusieurs points et sous divers angles, vous allez voir. D'abord, il semblerait bien que la démocratie telle que nous l'entendons, c'est-à-dire politique, et identique pour nous à la République, telle qu'elle a été instaurée avec la Révolution française de 1789, inspirée par la philosophie politique de Rousseau, il faut s'en souvenir, il semblerait qu'elle soit bien le cadre légitime et indispensable pour résoudre cette même violence. Élection, suffrage universel, sauf pour les femmes à l'époque, représentation des intérêts du peuple, décision collective finale conciliant ces intérêts sous l'égide de l'État et instaurant donc une paix civile mettant fin aux conflits interindividuels générateurs de violence. La décision finale peut, bien entendu, ne pas de fait être unanime, contrairement à l'idéal d'une volonté générale unanime, selon Rousseau. Mais le principe admis est que la minorité doit s'y soumettre, quitte à continuer, bien entendu, à la combattre civilement, donc pacifiquement. Sauf que cette conception de la démocratie, dans la tradition issue de Marx dont je me réclame, est formelle. Elle est formelle, c'est-à-dire qu'elle oublie le contenu important de la violence économique et sociale qui réside dans le système capitaliste et sous couvert de démocratie. À savoir d'abord dans l'exploitation économique des travailleurs par le patronat, dans un but de profit, lequel se contente, patronat, de payer l'usage de leur force de travail, et qui engendre des protestations violentes, elles, même si ce n'est pas toujours le cas, liées à la lutte des classes et dont la France, entre autres, a été le théâtre depuis le XIXe siècle, y compris quand la République a été définitivement instaurée. Souvenez-vous de la Commune de Paris, chef-d'œuvre de démocratie et de son écrasement par l'État. Tout cela, ce sont bien des réalités qui se sont produites dans un contexte qu'on pourrait dire républicain. C'était, dans le cas de la Commune de Paris, tout simplement la violence contre la démocratie. Non pas la démocratie comme solution à la violence, mais la violence contre la démocratie. Ensuite, il y a donc la situation sociale faite aux travailleurs, ce qu'on appelle les prolétaires, disons les ouvriers aujourd'hui, à la fois dans leur travail, le temps de travail et sa pénibilité, qui sont une violence faite aux hommes qu'ils sont, et hors du travail. On le rappelle, tout simplement, misère ou pauvreté, vie familiale difficile, mortalité infantile, espérance de vie restreinte, en tout cas au XIXe siècle, et très grave restriction de cette espérance de vie, privation d'un accès normal à la culture, etc. C'est à nouveau, je le dis tel quel, une violence faite aux travailleurs, et ils y ont répondu par une contre-violence avec des grèves ou des luttes suscitées par les syndicats et les partis de gauche jusqu'au XXe siècle. Je n'insiste pas sur les exemples, dont on a eu l'équivalent dans bien d'autres pays européens, et qui ont entraîné la malheureuse expérience violente, en tout cas dans la suite qui est intervenue, de la révolution soviétique, peu démocratique sur le long terme. J'ajoute seulement un point auquel on ne pense pas souvent. La violence sociale en question imposée aux travailleurs leur est masquée souvent par une idéologie dominante encensant le capitalisme, et qui est intériorisée par ses victimes, ce qui les entraîne à la rendre invisible et à la faire accepter, et ce par de multiples canaux, dont l'école et les médias.
Et pour avoir été enseignant dans le secondaire, je puis vous le confirmer s'agissant de l'école, parce que la culture globale qu'on y enseigne ne révèle pas la réalité socio-économique telle qu'elle est. Et s'agissant des médias, alors en dehors de ce qu'il comporte de conformisme pro-capitaliste régulièrement, surtout depuis la chute de l'URSS, voire de censure d'écrits contraires selon les périodes et dont on ne fait pas le recensement, comme il devrait être fait, si vous voulez, il y a aussi des silences faits sur des événements qui devraient être tout de suite signalés par eux. Même un média intéressant comme Mediapart, sur lequel j'ai un blog, mais qui est pro-islam, on peut le dire, quasiment islamophile, a mis 3 semaines pour se faire l'écho de la fameuse affaire Mila, dont vous devez vous souvenir, dans laquelle une jeune lycéenne avait été violentée par des musulmans. Du coup, on voit que la solution réelle à la violence suppose que l'on s'attache à abolir ces causes sociales et économiques à l'intérieur même de la démocratie. D'abord par des transformations profondes de notre système économique et social dans le sens du socialisme, selon moi, et pas simplement par des réformes, disons, qui l'améliorent au minimum, si vous voulez. Et deuxièmement, ensuite, par une élévation du niveau intellectuel de la masse de la population, dissipant l'idéologie donc qui l'enferme dans ce qu'on doit appeler son aliénation. Aliénation réelle, mais redoublée par une aliénation intellectuelle. J'entends donc par là une situation des consciences qui les empêche d'appréhender critiquement leur situation et éteint la volonté ou le désir de s'en émanciper. L'idéologie, en l'occurrence l'aliénation idéologique, l'aliénation par l'idéologie, donc, avec ses illusions sur la seule démocratie, fait trouver normal ce qui ne l'est pas et le fait accepter. Il faut donc, comme le disait le philosophe italien Gramsci, pour qui j'ai énormément d'admiration, élever au plus haut niveau intellectuel et moral ce qu'il appelait le sens commun des masses. J'y reviendrai à propos de l'éducation. On pourrait alors m'objecter un argument important, celui d'une nature humaine mauvaise, elle-même violente, qui ferait obstacle à un pareil projet, et je vais l'évoquer par honnêteté, donc, et parce que les philosophes célèbres l'ont mis en avant, et puis aussi parce que j'en ai souvent parlé dans mes précédents ouvrages. 3 exemples, ou 4. Alors, je rappelle que pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, par nature, donc, en quelque sorte, voué à la guerre avec les autres, si l'État n'intervient pas sous une forme autoritaire, non démocratique, via un contrat par lequel le peuple se soumet à lui. C'est le Léviathan, qui est le contraire de la démocratie, et donc une forme de dictature qui est la solution à la violence. Nietzsche, pour qui l'homme est animé par une volonté de puissance, qui porte les forts à dominer les faibles, voire à les asservir dans une forme politique aristocratique, sinon esclavagiste. Nietzsche haïssait la démocratie politique, figurez-vous, et son égalitarisme illusoire qui vouait les hommes à s'entre-déchirer au point d'affirmer qu'il, je le cite, haïssait Rousseau jusque dans la Révolution française. Voyez, et au prétexte que, par nature, en quelque sorte, par essence de la chose, vivre, c'est exploiter le faible et l'étranger, donc à lui faire violence. Vous trouverez cela dans Par-delà le bien et le mal, et je regrette que nombre d'intellectuels contemporains spécialistes de Nietzsche n'aient pas mis l'accent sur cette dimension proprement contestable de l'anthropologie nietzschéenne et de sa conséquence politique. D'où la nécessité pour lui, non seulement la nécessité, mais l'impératif d'un État fort et hostile aux libertés, pour empêcher la violence des faibles à l'égard des forts, donc au profit de ceux-ci, les forts, exerçant, eux, leur violence contre les premiers.
Enfin, il y a un tout autre cas qui peut nous interpeller, celui de Freud, dans sa deuxième théorie des pulsions, mais un cas qui se veut scientifique, bien entendu, vocabulaire auquel j'adhère. Il admet l'existence innée d'une pulsion de mort dans sa deuxième théorie des pulsions. Il y en a une première qui ne la mettait pas en avant, tournée vers le sujet, et qui, quand elle est retournée vers l'extérieur, donne l'agressivité, innée elle aussi. D'où la thèse que l'homme est un être violent par nature, qui l'a rendu pessimiste sur les risques de guerre entre les hommes, et l'a entraîné à s'opposer pacifiquement, mais à s'opposer à Einstein et à son pacifisme. Il a eu un échange avec lui à ce sujet, quand le nazisme se profilait à l'horizon dans les années 30, et une conséquence s'ensuit, de son point de vue à lui, quoique moins grave que la conséquence qu'on trouve chez les précédents. Alors, la nécessité, non pas d'une absence de démocratie, Freud était un démocrate, mais d'un État devant réprimer la violence humaine et l'amenant, cette fois-ci, à se sublimer via, en particulier, l'éducation, si vous voulez. Je n'en ai pas fini avec cette problématique, disons, anthropologique, pessimiste et inquiétante, et je vais vous présenter alors un quatrième exemple très paradoxal et qui paraîtrait inverse, sauf que ce n'est pas le cas, et on a du mal en quelque sorte dans les milieux philosophiques, si vous voulez, à en envisager la conséquence en profondeur. C'est l'exemple du libéralisme tel que l'incarne, cela vous étonner, et je le dis tel quel, notre président Macron, que je vais éclairer par d'autres sources. Bon. Macron, dans son livre Programme, que vous connaissez, qui a précédé son élection en 2017, dans son livre Programme, donc Révolution, qui pourrait d'ailleurs s'appeler, je le lis un petit peu avec humour ou ironie, Contre-révolution. Macron n'est pas contre la démocratie, disons libérale au sens politique, bien au contraire, ça il faut l'admettre fortement. Mais il a une vision globale de la société qu'il a empruntée, figurez-vous, à un théoricien américain du libéralisme économique d'origine autrichienne, mais qui est parti aux États-Unis, Hayek, et qu'il ne cite pas. En gros, la société, comme chez Hayek d'ailleurs, la société donc est composée d'individus qui sont autant d'atomes, en quelque sorte indépendants, soustraits aux déterminismes sociaux, donc dotés d'un libre arbitre, d'une capacité d'initiative absolue, ce qui est déjà inadmissible au regard des sciences sociales, qui mettent en avant un déterminisme qui pèse sur les hommes, et en particulier un déterminisme du milieu, et qui surtout, ces individus, sont en concurrence les uns avec les autres. Ce qui est bien une forme de violence interindividuelle, même si, bien entendu, elle n'est pas directement physique. Et dans ce cadre que l'État doit garantir, et dans lequel il n'a pas à intervenir pour en corriger l'éventuelle injustice, chez Macron, la notion de justice ou d'injustice n'a pas de signification. Eh bien, la concurrence ou la rivalité va permettre de désigner des vainqueurs économiques ou financiers, et qui seront, bien entendu, alors les meilleurs, et, d'après lui, feront progresser la société, disons, au bénéfice de tous. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. De quelle manière ? Selon Macron, je reviens à lui directement, la richesse produite est captée par les vainqueurs d'en haut. Elle va ruisseler, c'est le terme célèbre qu'on a employé à ce propos, automatiquement de haut en bas et profiter, bien entendu, aux plus humbles. Or, il faut le dire fermement, cela est faux. Et on le voit, y compris aux États-Unis. L'amélioration du sort des plus favorisés au départ, des plus défavorisés, au départ, car contrairement à ce qui est dit, les chances initiales ne sont pas égales du fait des inégalités de classe, eh bien, cette amélioration ne peut venir, il faut le dire, et le dire à Macron, que de l'État, animé par un esprit de justice, dont je dis qu'il était totalement absent du livre de Macron, comme de ceux d'Hayek, bien entendu. C'est dire que la morale
ne joue pas de rôle fondamental dans cette démocratie libérale et qu'elle n'a pas à se prononcer sur la qualité des rapports sociaux. Bon. On retrouve alors le point de vue de Comte-Sponville que vous connaissez, et je connais bien parce que c'est un ancien ami à moi, et qui fut anticapitaliste autrefois. Il faut savoir qu'il était par exemple membre du Parti communiste, mais qu'il a évolué de plus en plus vers la droite, et il s'est arrêté simplement au stade de la Macronie. Eh bien, pour Comte-Sponville, on n'a pas à juger moralement l'économie. On doit donc la laisser se déployer toute seule, pour l'essentiel. Conséquence, selon moi, c'est là entériner et valoriser même tout ce que la compétition liée à l'économie libérale peut non seulement entraîner d'injustice, il faut le dire, chômage, pauvreté, inculture, etc., mais aussi susciter de violences réactives, comme on en voit apparaître en France, bien entendu, mais aussi en Angleterre ou aux États-Unis, ainsi que des tentations, il faut le signaler, d'extrême droite, antidémocratiques cette fois-ci, en l'occurrence, comme en Italie, en Hongrie et en Pologne. Sachant que l'on est alors tout près d'une violence antidémocratique que le libéralisme économique engendre et qui réveille, hélas, de tristes souvenirs. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais ce serait oublier une question grave, aujourd'hui, celle de la violence inhérente aux religions, depuis toujours, mais qui refait surface à un niveau rare avec l'islam. Alors, je voudrais être clair ici, et à nouveau intellectuellement honnête. Il doit être assuré que toutes les religions, donc les 3 religions monothéistes, ont été porteuses de violences diverses, que toute une tradition rationaliste a dénoncée, à partir de Spinoza, dans son traité théologico-politique, avec ensuite la philosophie des Lumières, et Kant en Allemagne, puis ensuite avec la tradition matérialiste, bien entendu, liée à Marx et à Feuerbach, par exemple. Marx, pour qui la religion était l'opium du peuple, qui l'entretient dans son malheur. Bon. Et je précise qu'il en fut, de ce point de vue, ce qu'il en fut, il ne s'agissait pas, pour tous ces gens-là, sauf peut-être pour Marx et Feuerbach, mais il ne s'agissait pas vraiment de dénoncer la foi subjective, mais avant tout, de mon point de vue, la religion objective dans ses dogmes irrationnels, ses pratiques et ses interdits prétendus moraux. Le meilleur exemple étant fourni par Kant dans son ouvrage « La religion dans les limites de la simple raison », dans lequel il critique ce qui excède justement les limites de la simple raison, comme, exemple, le soi-disant ordre donné à Abraham de tuer son fils, ou l'idée que la pratique du culte conférerait un mérite moral aux croyants pour Dieu. Pour Marx, seule la moralité personnelle confère un mérite à l'égard de Dieu, mais certainement pas la pratique extérieure du culte, si vous voulez. Bon. En ce sens, la religion, je dis bien la religion, donc les religions, la religion fait violence à l'homme sur le double plan de la raison théorique et de la raison pratique, en lui interdisant tout simplement de penser et de vivre librement par soi-même en quelque sorte. Mais je voudrais élargir, figurez-vous, ce propos. D'abord, il faut savoir que les religions ont apporté leur appui politique à tous les régimes antidémocratiques avec leur violence sociale propre, à commencer par les monarchies dites de droit divin, ou pire, aux régimes carrément tyranniques ou dictatoriaux, comme au XIXe siècle en France, bien entendu, ou comme ce fut avant la Troisième République, ou comme ce fut le cas, figurez-vous, sous la dictature de Pinochet au XXe siècle. Alors, je n'insiste pas, parce que ça serait, disons, un autre exposé. Mais ensuite, elles ont fait aussi violence aux hommes et aux femmes croyants par leur morale répressive et leurs interdits dans le domaine des mœurs,
dévalorisation du corps et de la sexualité, avec le fameux soi-disant péché de la chair, et plus largement la problématique des péchés, dont y compris le péché de gourmandise, la soumission de la femme à l'homme, la condamnation du divorce, etc. Et enfin, elles se sont, figurez-vous, battues entre elles, ou en interne, entre leurs courants, voire les terribles guerres de religion. Et je voudrais signaler, pour ceux qui ne le savent pas, que John Locke, qui a écrit un fameux traité, le traité de la tolérance, dans lequel il dénonce les immenses violences qu'il y a eu à son époque, en Angleterre, bon, ce qui est une très très bonne démarche intellectuelle, à la fois philosophique et morale, mais je vous signale quand même que ce même John Locke a demandé à ce que les options religieuses ou philosophiques, si vous voulez, se respectent les unes les autres, sauf l'athéisme. L'athéisme était interdit de parole. Bizarre quand même, non? Et très curieux, si vous voulez. Bon. Elles ont donc apporté leur appui à toute une série de violences donc, faites aux hommes sur le plan intellectuel et sur le plan de sa vie personnelle. Et j'ai eu l'occasion de le dire, figurez-vous, dans le journal Le Monde, il y a quelques années, en critiquant Macron, qui, réunissant les 4 confessions de France, a cru pouvoir soutenir l'idée que les religions contribuent à l'unité de la nation. Or, c'est totalement faux, et j'ai envie de dire que c'est un propos imbécile, qui révèle un souci tactique de s'allier avec les religions en oubliant la vérité sur elles. Cela étant précisé, portant sur toutes les religions, je peux passer alors au cas de l'islam, sachant que mon analyse peut faire débat, car je considère, figurez-vous, que cette religion est la plus réactionnaire qui soit, mais aussi la plus violente et la plus antidémocratique aujourd'hui, et il ne faut pas faire preuve de démagogie électorale à son égard, comme beaucoup de politiques le font, y compris d'ailleurs à gauche, dans les quartiers populaires des villes, où les musulmans immigrés ont trouvé refuge. Brièvement, car j'ai écrit un livre sur ce sujet, c'est la critique de l'islam, brièvement mais fermement, j'aborde la question de la violence, donc, de l'islam, parce que son dossier est accablant, de toute évidence. En France d'abord, dans les faits. En France d'abord, avec l'attentat contre Charlie, celui du Bataclan, et l'assassinat de l'enseignement, ou plutôt là, de l'enseignant, mais à cause de son enseignement, donc de l'enseignant Samuel Paty, coupable, figurez-vous, d'avoir fait un cours d'instruction civique en l'illustrant de caricatures de Mahomet en mémoire de Charlie. Et je vous signale, à titre personnel, mais je n'en dis pas plus, pas beaucoup plus, que j'ai moi-même été victime de menaces de mort de la part d'une musulmane dans un magasin de ma ville pour avoir parlé avec le marchand qui vendait son vin, c'était un magasin de vin, pour avoir parlé tout simplement du séparatisme musulman. Mais cette violence s'est retrouvée en pire aux États-Unis, avec l'attentat contre le World Trade Center et ses milliers de victimes. Pire encore, il y a ce qu'il se passe dans les pays qui se disent musulmans. Pensez à l'Iran ces temps-ci, qui sont des régimes non démocratiques et violents. Les deux vont ensemble là, à l'égard de leurs opposants politiques et bien entendu des femmes. Pour le comprendre, ce même violent, et pour comprendre ce phénomène de violence qu'il y a à l'islam, sans le justifier un seul instant, il faut analyser la doctrine du Coran. Analyse ne veut pas dire justification, même si elle peut faire l'objet d'interprétations différentes, parce que le Coran est écrit en arabe, mais j'en doute sur le fond, et je crains que le concept d'interprétation ne renvoie à une stratégie d'évitement des difficultés
que le texte présente pour la raison philosophique ou morale. D'abord, la religion musulmane, c'est un théisme, dont le texte est censé être la parole de Dieu, et qui est à prendre à la lettre, c'est indiqué, si je puis dire, en toutes lettres. Et je ne vois pas ce qu'une interprétation pourrait avoir à faire avec un texte qui se dit la vérité révélée absolue de Dieu. D'où un dogmatisme sectaire, chez les plus, je dirais, extrêmes, mais c'est peut-être tout simplement les plus fidèles au Coran, un dogmatisme sectaire qui est une insulte faite à l'intelligence, d'autant plus que les incroyants ou les athées, figurez-vous, et ça vous le savez, sont soit menacés, soit carrément punis de mort, surtout lorsqu'ils critiquent ce texte, y compris avec intelligence. Voir ce qui est encore arrivé récemment à l'écrivain Rushdie, alors qu'il s'était réfugié d'abord en Angleterre, puis ensuite aux États-Unis. Dans ce cadre, le cadre coranique, la loi de la cité se trouve dans la charia, qui se substitue totalement à la volonté du peuple, telle que la démocratie la définit comme instance de législation, comme seule instance de législation. On est donc en présence, il faut le dire, d'une forme évidente de dictature avec les violences contre ses opposants qu'elle implique. Or, il se trouve que cette dictature, ici, politique et intellectuelle, s'applique aux mœurs aussi, spécialement dans le cadre de la famille et à l'égard des femmes. Je n'insiste pas, mais c'est une chose sur laquelle on devrait bien entendu discuter abondamment. Mais pensez tout simplement à la capacité pour un homme de se marier avec 4 femmes, pensez au port du voile obligatoire, etc., etc. Mais il y a aussi, en dehors de la dictature sur les mœurs, une dictature sur les esprits, y compris, figurez-vous, dans le domaine métaphysique, qui relève à ce moment-là, ou qui entre en confrontation avec le domaine scientifique. Donc une dictature par rapport à ce que la science va nous enseigner. C'est ainsi que l'islam a pu être, il faut le savoir, il faut le rappeler quand même, honnêtement, il a pu être à la pointe de la science physique et astronomique au Moyen-Âge. Après, il s'est non seulement abstenu dans le domaine de la biologie, il ne fallait pas parler de l'homme, de son corps, de sa nature, mais il a refusé ses découvertes, spécialement quand elles mettaient en cause le dogme de la création divine immédiate de l'homme. Alors, il faut l'avouer, cela a été aussi le cas de l'Église catholique, refusant la théorie de l'évolution de Darwin pendant plus d'un siècle et ne l'acceptant qu'en 1996, c'est-à-dire pratiquement un siècle et demi après, avec une restriction de taille concernant l'esprit humain, parce que le pape admettait que l'homme, dans son corps, était un produit de l'évolution, mais pas son esprit, qui demeurait une instance d'origine divine. Mais, pour l'essentiel, et par ailleurs, elle a accepté quand même cette théorie, donc pour le reste, en dehors de l'esprit humain. Par contre, figurez-vous, les musulmans la refusent, intégralement encore. Et j'en ai eu, figurez-vous, la preuve, dans une classe de mathématiques supérieures, où j'enseignais, et où j'ai été amené par le programme, qui portait sur, je crois, le rapport de l'homme et de la nature, une chose comme ça, j'ai été amené à la présenter, dans le cadre de la préparation, bien entendu, du concours. Il l'a refusé. Alors c'était une classe où il y avait une moitié de musulmans et une moitié de, d'élèves tout simplement français, et des musulmans qui venaient de Rabat, mi-garçon, mi-fille. Eh bien, il a refusé, dans un premier temps, au nom du Coran, en disant, monsieur, c'est faux ce que vous dites là, le Coran dit le contraire. Alors, c'est là, dans le cadre d'un dogmatisme idéologique d'État, une violence faite à l'intelligence humaine, intériorisée par les croyants. Et j'ai eu l'habileté, par étapes successives, j'ai eu l'habileté de les amener à admettre qu'il ne fallait surtout pas, dans une dissertation, dire que Darwin c'était faux à cause du Coran, parce qu'ils étaient assurés d'avoir 0 sur les 1 au concours.
Bon, et à ce moment-là, les esprits dans ma classe se sont calmés en quelque sorte sur le plan intellectuel. En tout cas, il est évident qu'il est à la fois nécessaire de fait, de facto, et impératif moralement d'être extrêmement vigilant vis-à-vis des manifestations de toutes sortes de l'islam, même si, et j'y tiens, tous les musulmans ne sont pas des extrémistes dangereux. Mais en n'étant pas des extrémistes dangereux, en ne rejoignant pas les courants extrêmes de l'islam, quelque part, ils s'éloignent, si vous voulez, en réalité, de l'islam et de son texte fondateur, le Coran. Et cela pose, en particulier, bien entendu, cette méfiance à l'égard des manifestations de l'islam. Cela pose donc la question délicate du port de signes religieux ostentatoires dans l'espace public d'une démocratie laïque, surtout quand il témoigne d'une atteinte aux valeurs républicaines comme le port du voile. Rappelez-vous l'histoire de cette femme qui accompagnait ses enfants dans des sorties périscolaires avec son voile et que l'on a obligé à retirer son voile. C'était tout à fait normal parce que le temps périscolaire appartient au temps scolaire et donc fait partie de l'espace de l'enseignement public tout simplement où le port des signes religieux est bien entendu, si vous voulez, interdit. Et du coup, on doit l'interdire car, j'ose le dire, et ça sera une formule quasiment finale, la démocratie a le droit d'interdire ce qui contredit ses exigences. La démocratie ne doit pas respecter ce qui ne respecte pas l'homme. Je peux alors conclure, très simplement, dans le contexte inquiétant de notre époque, parce que nous vivons dans une époque absolument, je dirais, moi, inquiétante, désespérante et même que je trouve abominable au niveau mondial, il nous faut militer à nouveau, publiquement et philosophiquement, pour la démocratie et les violences qu'elle peut entretenir sans le vouloir, et si l'on s'en tient, bien entendu, à son système politique formel. C'est là un impératif moral en politique, que, je vous l'ai déjà dit, Gramsci voulait mettre au point d'une réforme morale à la scène duquel se situait son communisme. C'est donc un impératif moral en politique qu'une formule pas assez connue de Rousseau résume magnifiquement, mais vous la connaissez peut-être parce que vous avez fait des études de philosophie. Ceux qui veulent séparer la morale et la politique n'entendront rien ni à l'une ni à l'autre. Et c'est un matérialiste qui vous le dit. Merci.